Bonjour. René Char disait: vivre, c'est s'obstiner à achever un souvenir. Nous avons le plaisir d'accueillir chez Art et Lettres Marie-Josée Gicali, née au Rwanda. Elle a refait sa vie au Québec depuis 1998. Elle est survivante du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda, où elle a perdu un grand nombre des membres de sa famille proche et élargie. Elle a fait son doctorat en sciences d'éducation à l'Université de Québec à Montréal, où elle a mené sa recherche sur l'éducation à la paix. Elle est l'auteure du livre On n'oublie jamais rien, paru en mars 2019 aux éditions Urtubise. Elle y partage l'histoire de sa vie avant, pendant et après le génocide. Ayant difficilement survécu à l'innommable, elle s'implique dans des organismes communautaires qui aident les nouveaux arrivants et dans des projets de prévention de la violence et de transmission de la mémoire. Par l'écriture et les conférences, elle aborde les aspects à la résilience et à la parole après les grandes épreuves. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous, Marie-Josée. Oui, bonjour, merci. Ça fait plaisir de vous accueillir et de parler de ce livre émouvant, fascinant. On n'oublie jamais rien. Un livre vraiment d'un vécu dans votre chair et âme, avec un titre révélateur aussi. On n'oublie jamais rien. Vous commencez d'abord par ces premières lignes. Ils sont interpellants. Je n'ai jamais pensé écrire sur ma vie. Tout ce que je voulais, c'est d'oublier, d'enterrer profondément cet épisode douloureux. Ce drame génocidaire donc, au Rwanda, qui était en 1994, et puis que vous avez vécu. Et puis après, donc, vous écrivez ce livre, on n'oublie jamais rien dont vous parlez là. Là, on est devant la mémoire. Quand on dit on n'oublie jamais rien, on est là devant une certitude. Est-ce que justement, avec ce livre, vous avez voulu véhiculer d'abord la certitude que, quoi qu'il en soit, on n'oublie jamais rien? C'est parce que c'est un fait. Même si on veut oublier, ça ne peut pas, en tout cas dans le cas des victimes, dans mon cas, c'est en voulant oublier, ça me suivait partout. Surtout quand je suis devenue maman. C'est là que j'ai compris que le devoir de mémoire et de transmission s'imposait. Et puis ça devenait une urgence pour moi, une hantise pour moi. En voulant oublier, j'y arrivais pas. Et puis j'ai compris que c'est même pas ça qu'il faut. Il faut à tout prix faire vivre des victimes pour qu'on les oublie jamais, pour que ces gens-là qu'on a voulu effacer du registre de l'humanité, que ces personnes qui sont mortes pour rien, parce qu'ils étaient seulement Tutsis, ou parce qu'ils voulaient s'opposer au projet génocidaire. Donc ces personnes qu'on a pris le droit d'effacer de la surface de la Terre, pour moi, c'était urgent de les faire vivre. Donc une urgence de la mémoire, justement, comme vous venez de dire, de les faire vivre à travers ce médium qui est le livre, qui permet de faire un deuil, si on pourrait, à ce moment-là. Donc, au premier début, c'est à 7 ans que vous avez appris, justement, que vous étiez Tutsi par votre professeur, M. B, vous le nommez M. B, qui était Hutu. Et vous décrivez comment il vous a séparé dans la classe, les Tutsis de ce côté et les Hutus. Et puis, vos parents étaient des enseignants en primaire, et il vous encourageait justement à dire votre vraie identité, à ne jamais la cacher. Donc, est-ce qu'on peut dire que les valeurs justement que vos parents, comme enseignants, comme éducateurs, ces valeurs vous ont aidé à surpasser certaines choses et à rester dans la résilience? Je pense que c'est ça. C'est parce que mes parents, ils étaient conscients. Parce que depuis les années 59, qu'il y a eu la chasse aux Tutsis, puis au début des années 60, les premiers massacres, mes parents ont... Donc ça a débuté bien avant? Bien avant, j'ai une partie de la famille qui est partie en exil. Et puis mes parents savaient ce que ça voulait dire.
Donc, quand je suis arrivée à la maison pour demander à mes parents qui je suis, j'ai vu que c'était grave. Donc, mes parents étaient consternés. Ça ne les a pas surpris, oui, mais c'est quelque chose qu'ils étaient conscients de ça, mais on n'en parlait jamais à la maison parce que les parents ne voulaient pas que les enfants aillent répéter tout haut parce que c'était dangereux. C'était déjà nous condamner tout de suite. Excellent. Le soir du 6 avril 1994, l'avion du président rwandais est abattu. C'est le début du drame. Et vous dites à la page 84, vous dites, ça y est, c'est fini. Nous sommes foutus. Nous allons tous mourir. Comment est-ce que vous en étiez certaine à ce point que ça y est, c'est la mort qui s'en vient? Déjà, l'atmosphère était tendue. Il y avait déjà il y avait la guerre entre les anciens réfugiés Tutsis qui voulaient rentrer au Rwanda depuis 1990. Et en 1990, quand la guerre a éclaté à la frontière avec l'Ouganda, tout de suite, ils ont dit que tous les Tutsis de l'intérieur, donc c'est l'ennemi de l'extérieur qui attaque le Rwanda, mais que les Tutsis de l'intérieur sont des complices. Alors, ils ont commencé à arrêter les Tutsis, les gens qui avaient une certaine position sociale. Mon père a été arrêté, emprisonné, puis mes oncles, les voisins. Donc, c'est depuis 90. De manière systématique. De manière systématique. Après, ils ont été relâchés, mais l'ambiance était tendue. Déjà, à cette époque, en 90, ils sont venus fouiller à la maison. Ils disaient qu'on avait des armes, que les Tutsis de l'extérieur nous ont fourni des armes. Donc, un Tutsi qui avait une belle situation parce qu'on travaillait fort, mes parents faisaient des économies. Donc, quand un Tutsi avait une belle maison, donc, ils disaient que c'est l'argent qui venait de l'extérieur. Ils ont fouillé pour essayer de trouver des armes. Évidemment, ils n'ont rien trouvé, mais ils commençaient à s'aimer des rumeurs comme quoi ils ont trouvé des armes chez nous. Donc, c'était des rumeurs qui ont produit, donc des rumeurs qui produisent pour aboutir donc, à cette situation. On va faire une pause et puis on revient dans les prochaines minutes. Mesdames et messieurs, restez avec nous. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres. On accueille aujourd'hui Marie-Josée Gigali, qui est l'auteur de ce livre « On n'oublie jamais rien », publié chez Urtubise, un récit poignant, fascinant sur le génocide de Rwanda en 1994. On va continuer la discussion avec vous, Marie-Josée. Comme j'ai pu constater, il y a aussi des illustrations dans le livre de votre village Mubuga. Et puis, dans chaque chapitre, il y a comme des proverbes, je veux dire, des proverbes qui ont une portée philosophique. Je vous cite celui-là. Celui à qui on laisse des miettes peut encore pleurer, mais celui à qui on a tout pris en est incapable. Donc cela résume l'ampleur de la détresse en quelque sorte. C'est exactement ça. C'est comme c'était une situation où on ne pouvait pas trouver de mots pour décrire. Pour moi, parvenir à écrire 24, 25 ans plus tard, c'est parce que j'ai essayé de prendre un peu de distance, d'essayer de digérer, puis d'essayer de passer à autre chose. Mais tout de suite, il était impossible on ne savait, moi, je ne savais même pas si j'étais en vie. C'est comme quelqu'un qui physiquement entre dans un coma pour garder la vie, pour garder la survie. C'est comme suspendu entre la vie et la mort, carrément. Exactement.
Euh, c'est petit à petit que je me suis réveillée pour constater les dégâts. Les dégâts à tout point de vue, mais surtout les dégâts sur le plan humain, sur le plan Oui, social. Ouais. sur le plan humain, des séquelles. Oui, énormément de séquelles. Énormément, parce que le génocide contre les Tutsis, c'est spécial. Je pense que c'est un génocide commis par les gens, par les Rwandais. OK. Les Rwandais, les gens qui habitent côte à côte, les amis, les gens qui ont des liens déjà, les gens qui parlent la même langue, puis le lendemain, tu te réveilles, tu ne comprends pas. On ne comprend pas ce qui se passe. La mort était là, et puis il y a une cousine assassinée à la machette, vous le décrivez justement dans le livre. Le papa, le père qui a fui 3 mois caché à Bicécero. Puis la cousine cachée, ce que j'ai trouvé aussi fascinant, c'est que vous décrivez que votre cousine, l'une de vos cousines, ont été cachées par un monsieur, par un Hutu. Oui. Donc, je trouve ça fascinant. C'est-à-dire que pas tous les Hutus, tous les Tutsis étaient méchants. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Vraiment méchant, je ne sais pas s'il serait adéquat. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas tous les Hutus qui ont participé. Il y a même des Hutus qui ont péri parce qu'ils ont refusé de participer. Mais, à cause de leur refus. Ah oui, et puis il y a des Hutus qui ont caché les gens, puis on reconnaît, on les appelle aujourd'hui les justes, mais ils ne sont pas nombreux. On les appelle les justes, parfait. Ouais. Je vous suggère, si vous le voulez bien, Marie-Josée, un extrait pour mettre au parfum nos téléspectatrices et téléspectateurs au Canada qui nous regardent, tiré de votre livre « Ce récit, on n'oublie jamais rien » de son auteur, Marie-Josée Gigali, aux éditions Urtubise. C'est à vous, madame. Après ma survie, je pensais que j'étais la seule survivante. Alors, je commençais à réaliser que Philbert et moi étions les seuls survivants de notre famille. Au fur et à mesure que les jours passaient, mon cœur se remplissait de souvenirs des disparus. Tout mon monde se bousculait dans ma tête. Je pensais sans cesse aux membres de ma famille, aux amis, aux voisins que je ne reverrais plus. Je ne portais pas le nom de famille, mais je voulais entreprendre les démarches pour porter le nom de mon père, Gakwerere. Je voulais immortaliser sa mémoire et son nom. Je voulais sentir que ma famille vivait encore et toujours en moi. J'avais peur de les oublier. Je n'avais aucune raison de vivre, sauf pour eux. Je me sentais coupable d'être là, alors qu'eux n'existaient plus. Je craignais qu'un jour, la vie se poursuive sans eux et que je doive continuer à vivre normalement. Je parlais de mon désir de porter le nom de mon père à mes amis qui avaient des doutes sur ma santé mentale. Ils ne croyaient pas que mon idée soit sérieuse. On a rigolé, même quand elle m'appelait Gakwerere. J'avais décidé d'aller de l'avant lorsque j'ai appris que mon père était en vie. Extraordinaire. Ce que je trouve fascinant, c'est que vous avez pensé prendre le nom de votre père, justement, Gakwerere, et votre père juge bon de remplacer donc Gigali de remplacer Umuratasat par Gigali au début, votre nom de famille. Ce désir de remplacer les noms de famille, c'est un devoir de mémoire, on dirait. En fait, c'est... De se rappeler souvent, souvent par les racines surtout du pays et par la façon de nommer aussi. Parce que chez les Rwandais, on dit que le nom, c'est la personne. Je pense que pour partout, je ne sais pas partout, c'est pareil, mais chaque Rwandais porte son nom. Moi, je pense que c'est là qu'on peut parler d'un nom propre. OK, donc son propre nom. Son propre nom, qui signifiait beaucoup de choses. D'abord, les circonstances de la naissance de l'enfant, oui. La relation entre le père et la mère. Moi, le nom que mon père m'a donné quand je suis née, c'est Umuratasate, ce qui veut dire à peu près la plus belle ou plus belle qu'elle n'existe pas. Je pense qu'il a beaucoup exagéré, mais c'était le nom pour parler à ma mère. Oui, mais ça aussi, c'est une relation d'affection
C'était entre l'amour que mon père portait à oui, ma mère. Donc, oui, moi, j'étais magnifique. le témoin de cet amour Mhm. qui devait être là toute ma vie. Mais c'était un Et nom vous l'avez vécu. mais c'était un nom qui était très, très difficile à porter à l'époque parce que Mhm. tout le monde se moquait de moi. Oui, à l'époque, À l'époque, c'était donc. les gens ne supportaient pas que je porte son nom. Puis moi, j'étais Mhm. encore jeune. C'est au début de l'adolescence que j'ai dit à mon père que je n'étais pas capable de le porter. Donc, Donc, et les puis gens à ce voulaient moment-là, voir. Ouais. oui, parfait. Très bien, on va faire une pause et on va continuer notre discussion, toujours autour de votre livre On n'oublie jamais rien de Marie-Josée Gicali. Mesdames et messieurs, restez avec nous. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Art et Lettres, Marie-Josée Gicali, qui est notre invitée de cette semaine. Cher Tubize, on n'oublie jamais rien, son livre sur le génocide au Rwanda. On continue. Alors, vous venez justement dans l'extrait de mentionner qu'il y avait juste Philibert et vous qui ont été survivants de la famille. Mais fait extraordinaire, vous avez entrepris des démarches et vous avez réussi à vous trouver votre papa. Et puis quand vous avez réussi à le trouver, il vous a dit, ma chère enfant, tu es en vie. Alors qu'est-ce que vous a fait justement lorsque vous l'avez trouvé? Voulez-vous nous décrire ces sentiments, ce sentiment justement? C'est après le génocide la première chose Mhm. qui m'a déchiré le cœur. D'abord, de savoir qu'il avait De savoir, survécu, qu'il avait voilà. survécu aux enfants, aux plus jeunes, puis de Mhm. m'imaginer dans quel état il était, puis d'avoir survécu à ma mère aussi. Mais aussi, j'ai senti la force, l'énergie. En fait, c'était Mhm. le premier miracle que C'est le j'ai premier vu de mes miracle. yeux Voilà. après le génocide. Alors, je suis allée le chercher là où il était. Ils étaient dans un camp. Mais mon père Mhm. était à lambeau, comme si je pouvais dire comme ça. Il était comme un mort ambulant. OK. Les 3 mois qu'il a passé en train de se cacher, de fuir, il était dans de Mhm. très mauvaises conditions. Très mauvaise, oui. Et il était mal, la dénutrition. Mhm. Il allait mourir je pense que si je ne l'avais pas trouvé, il allait mourir après. C'est là que je suis partie. Que je ne savais pas où je m'en allais, mais je suis partie, je Mhm. suis allée, j'ai dit je vais le trouver. Puis j'allais le dépasser, puis j'ai vu des gens qui étaient avec lui dans ce camp, qui m'ont reconnu, et puis qui commençaient à dire c'est ton père est par là. Alors je suis allée, mais je ne l'ai pas reconnu. Je Vous ne ne l'ai l'avez pas pas reconnu reconnu. au début. Mhm. Je l'ai pas reconnu au début, puis quand je m'approche, je me suis jetée sur lui, puis Sur lui, voilà. dans Vous ses l'avez si bien bras. décrit dans votre roman. Oui. Ouais, c'était. Puis, en fait, c'est à partir de Mhm. cet instant-là, c'est là que j'ai décidé que je vais vivre et Oui. que lui aussi, il allait vivre. J'ai trouvé la raison. J'avais la responsabilité de faire vivre mon père. Donc, c'était à travers lui, c'était comme une revanche, un peu de revanche, de l'aider à survivre. Et puis, j'ai dit, on va y arriver. Donc, je décris On va y bien. arriver ensemble. Ouais, Mhm. ouais. Excellent. Ça Euh, a été long, mais ça m'a aidé à m'accrocher. à vous accrocher. Puis, au fil du temps, donc, vous avez survécu, vous avez entrepris beaucoup de choses. Vous avez vendu, vous avez fait un petit commerce. Puis finalement, la grande nouvelle, une amie qui vous dit, eh bien voilà, vous êtes sélectionné pour le Canada. Et puis là, votre Ouais, cheminement a continué. Vous êtes venu, vous êtes marié, des enfants, un doctorat. Euh, Quelle oui, leçon vous avez tirée aujourd'hui, Marie-Josée, justement, de toute cette expérience? Je vous en prie, vous allez dire quelque chose avant, mais je vous en prie, exprimez-vous, c'est à vous. oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que Mhm. les épreuves en soi, Mhm. ça ne devrait pas nous arrêter. Ça peut être un autre début. C'est comme la fin. Mhm. Il ne faut pas voir ça aussi seulement comme la fin. Voilà. Parce que c'est aussi un début d'une autre vie.
Mhm. Ben, je redis souvent que j'ai deux vies jusqu'à présent. Peut-être que j'en aurai plusieurs, mais j'ai deux vies. Donc, j'ai dit, je vais vivre. Il n'y a personne sur cette terre qui peut décider de mon destin. Donc, j'ai survécu. Personne ne voulait que je survive. Alors, cette vie qui m'a été épargnée, pour moi, elle était précieuse. Elle valait plus que tout le trésor du monde. Alors, en forme de gratitude envers cette vie qui m'a été épargnée, je me suis juré que je veux faire de mon mieux pour vivre, pour bien vivre, pour avancer, pour regarder loin, loin, loin. Comme vous le savez, Marie-Josée, le monde est plein de guerres, là, notre monde. Ce 21e siècle, vous voyez, on en voit partout dans tous les continents. Et puis, il y a des jeunes là qui sont, hein, n'est-ce pas, qui sont déchirés par ces guerres. Quel est votre message aux jeunes, vous qui travaillez dans des Ouais. organismes communautaires sur la violence, la paix? J'aimerais que vous adressiez un message aux jeunes aujourd'hui. C'est lequel, s'il vous plaît? Moi, je pense que quand le génocide est arrivé, j'étais jeune, j'étais pas très jeune, mais j'étais adulte. Mhm. Mais il ne faut pas soupçonner la force des jeunes. Faut pas, ben, on ne peut pas soupçonner cette force qui peut faire des choses incroyables, mais Mhm. aussi c'est ces jeunes qui sont vulnérables, qui sont Oui, influençables. C'est la force de demain, c'est la société de demain, mais c'est cette société tellement vulnérable qui est magnifique aussi. Moi, je mhm. trouve que les jeunes, c'est une force qui est magnifique. Il suffit d'en prendre soin parce que c'est ces jeunes-là à qui on va confier la société de demain. Exactement. Donc, ce sont l'espoir de demain, comme si vous le dites si magnifiquement. Ce fut un plaisir et un honneur de vous avoir reçu. Madame, Merci beaucoup. bravo à vous. Je vous souhaite un succès continuel dans vos écrits. On n'oublie jamais rien. Marie-Josée Gicaldi, mesdames et messieurs, Gicaldi, pardon, chez Urtubise, les gens qui veulent acheter ce roman, donc il est disponible dans toutes les librairies, j'imagine? Ah oui, ouais, ouais. Et il est présent donc aussi, j'imagine bien, chez les éditions Urtubise. Merci beaucoup Et d'avoir Tubize, et puis répondu. chez les libraires, il y en a partout. Chez Puis je les voulais libraires, peut-être, si j'ai quelques oui. secondes, il y a une entrevue que j'ai eue avec Monsieur Alain Labonté sur la Mhm. mort. Puis Oui, l'émission se monsieur trouve Lamonté, qu'on sur sa salue. chaîne Oui. YouTube. C'est sur sa chaîne YouTube, Mhm. la chaîne YouTube du Salon de la mort. Mhm. C'est une émission à peu près 45 minutes que j'ai eue avec elle. On a abordé en long et en large ce thème de la mort. Alors, ça serait intéressant si les gens pouvaient aller jeter un coup Vous d'œil, pourrez aller consulter. à le Excellent. consulter. Alors, très bien, le message est passé. Merci beaucoup d'avoir Merci. répondu donc, à notre invitation. Merci beaucoup de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Prochain rendez-vous, jeudi 15h30 avec un nouvel invité. Portez-vous bien. À la prochaine.